Bonjour à tous et bonjour sur Planète Creator, du coup le podcast qui parle de la creator economy, de la création de contenu. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité qui est Mohamed, donc Mohamed de Créalo. Donc Mohamed, merci beaucoup d'être présent. Je suis ravi, merci à toi. Donc du coup, Mohamed, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose peut-être de te présenter pour dire aux auditeurs un peu qui tu es. Alors moi je suis Mohamed, j'ai 33 ans, je suis cofondateur de Créalo depuis 2 ans maintenant. J'ai une formation d'ingénieur en informatique, j'ai bossé 1 an en tant que développeur et puis j'ai complètement changé, j'ai fait de la finance d'entreprise et je me suis spécialisé dans les industries culturelles. J'ai accompagné des acteurs de la production, de l'entertainment internationaux sur des sujets de redevance notamment. Et c'est un peu là qu'est né Créalo. On voyait qu'il y avait des millions d'euros qui étaient gérés sur Excel avec très peu de transparence et des erreurs de calcul, de rémunération, etc. J'ai lancé une boîte avant Créalo qui s'appelait Cusmos, qui consistait à mettre en relation des marques et des artistes pour collaborer. L'idée était ce qu'on avait vu auprès de grandes boîtes où on avait des grandes sociétés qui allaient vendre par exemple un logo Batman à une marque Uniqlo en contrepartie de redevance. On voulait faire la même chose pour les artistes qui avaient de belles communautés sur les réseaux sociaux mais qui n'avaient pas forcément accès aux marques. Donc on a collaboré avec des belles marques européennes, Fago, Knowledge Content Apparel, etc. Et puis, en contrepartie, il y avait des artistes qui venaient, donc qui collaboraient. Et à ce moment-là, on voit en fait que la problématique de droits d'auteur et de redevance qu'on avait identifiée auprès de grands comptes était exactement les mêmes chez les indépendants et les petites structures. Donc, voilà, aucune visibilité sur l'exploitation d'une création. Nous-mêmes, les artistes nous envoyaient des mails en mode combien j'ai vendu. Enfin, je pouvais leur dire ce que je voulais. En fait, ils n'avaient aucune idée de ce qu'on faisait, en fait. Et donc là-dessus, on s'est dit, on aimait bien le modèle SaaS. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et voilà, on a commencé à creuser et de fil en aiguille, on est arrivé à un petit prototype qu'on a commencé à vendre. Et puis, aujourd'hui, on a un produit assez complet sur toutes les verticales de l'industrie culturelle. Donc, l'édition, l'art visuel, la presse, la musique, etc. Voilà. Ok, excellent. Donc, je crois que tu as quand même une expérience sectorielle. Bon, du coup, tu as vraiment un background, donc le sujet n'est pas venu de nulle part. Je serais curieux un peu de savoir quel type d'artistes t'as accompagné, de créateurs de contenu t'as accompagné. Donc, quand tu dis... donc c'était principalement des artistes visuels, donc des graphistes, des illustrateurs, des gens qui pouvaient apporter de la création ou des choses esthétiques, par exemple des vêtements. Donc c'était plutôt là-dessus. Voilà, et l'idée c'était de leur dire, avec ce nouveau médium, vous pouvez avoir un peu plus de revenus. Et puis les marques, on leur disait, au lieu d'aller chercher un gros IP, vous pouvez aller prendre différents artistes et vous ouvrir à ces communautés-là. Voilà, c'était ça le projet. Très bien. Ok, cool. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est Créalo ? Parce qu'en fait, je l'ai découvert sur... alors, je crois qu'on était connecté un peu sur LinkedIn et en fait, il y a la levée de fonds à pop-up sur mon écran LinkedIn et j'ai dit, attends, je vais quand même aller voir ce que c'est. Ouais. Et c'est intéressant parce que je trouve on regarde beaucoup la partie... en fait, dans la creator economy, il y a la partie donc, création du contenu, diffusion, gestion de la communauté et la partie management. Où je te situe, tu vois, et on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on se concentre beaucoup sur le bas au milieu de funnel. Et du coup, je suis curieux, peut-être nous expliquer un peu ce qu'est Créalo. Oui, donc voilà. Créalo, c'est un outil SaaS de gestion et de paiement de droits d'auteur. En gros, on permet à n'importe quel exploitant de droits d'auteur, donc des maisons d'édition par exemple, de livres, de consolider toute l'exploitation d'une création. Donc, par exemple, un livre, il sera vendu à la Fnac dans des librairies, sur Amazon, sous différents formats. Et donc, nous, on va tout consolider et calculer un montant de droits d'auteur en fonction des différents formats pour tous les ayants droit. Et générer des relevés de droits d'auteur, c'est comme des fiches de paye, en fait, pour les auteurs. Et on va donc communiquer ces fiches de paye et les rémunérer à travers l'outil. Voilà, donc, brièvement, c'est ce qu'on fait. Ok, excellent. Donc, effectivement, dans cette industrie, il y a beaucoup d'innovations, en fait. Toutes les innovations de rupture, généralement, l'industrie culturelle, c'est la première. Le streaming, les NFT, la blockchain, l'IA maintenant. Mais le problème, c'est que les infrastructures qui supportent tout ça sont vraiment assez anciennes. Donc, c'est des infrastructures qui datent des années 90-2000 et donc qui sont plus du tout adaptées aux nouveaux modes d'usage. Et donc, nous, l'idée, c'était d'apporter un outil moderne, adapté à ce qu'on fait aujourd'hui et commencer par là avant d'apporter d'autres innovations. Mais l'idée, c'était vraiment d'abord... consolider
et fiabiliser tous les calculs de droit, le suivi et homogénéiser les données sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, parce que du coup, c'est quoi les gros problèmes? Parce que quand tu dis en plus 90-2000, donc moi j'ai un peu l'idée genre du vieil Excel ou du vieux RP vraiment basique. C'est ça. On parle de ça, du coup? On parle de logiciels qui sont installés sur machine. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu les problèmes que rencontrent un peu les artistes ou les trucs? C'est quoi un peu? Ils sont payés en retard, ils sont mal payés? Il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'un artiste, il a du mal à comprendre comment est vendue sa création. C'est-à-dire que, par exemple, il va sortir un livre ou n'importe quelle autre création, tu donnes ça, puis t'attends. Donc, tu sais pas si ça fonctionne bien sur Amazon, tu sais pas si ça fonctionne bien sur, je sais pas, des médias digitaux. Et donc, il y a ça, ce manque de visibilité. Et il est dû principalement au fait que le suivi de ces données-là se fait, encore une fois, d'une manière assez chronophage. On va tout consolider à la main, des fois sur Excel, etc. Et donc, un éditeur qui gère 2000 auteurs, il ne peut pas faire ça chaque mois. Ça lui prend beaucoup de temps et c'est pas vraiment son métier. Enfin, son métier, c'est vraiment de faire en sorte que cette création se vende bien, etc. Et donc, l'auteur, il se retrouve sans visibilité, d'abord. Donc, une visibilité qui peut l'aider aussi à mieux commercialiser sa création. Donc, s'il voit que ça marche bien à cette période, il peut pousser à cette période-là. S'il voit que ça marche bien sur ce type de format, il peut pousser sur ce type de format. Et puis aussi sur sa rémunération. Aujourd'hui, il y a plein d'auteurs qui ont un seul relevé de droits d'auteur par an. Donc, c'est comme si tu avais une seule fiche de paye par an pour construire ta vie. Et le problème, c'est que des fois, ils n'ont même pas confiance en ce qu'il y a dedans parce qu'ils savent que derrière, c'est pas fait de la bonne manière. Donc, une fois que tu as le relevé, il faut être payé. Et là encore, c'est une autre histoire. Donc il y a 2 temps. En fait, tu as le relevé et tu as le virement, en fait. Exactement. Ok. Donc, il y a 2 temps et les virements se font des fois en retard. Et donc, c'est pas forcément... ça vient pas d'une... les éditeurs ou les exploitants, c'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent faire exprès, quoi. C'est juste qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont pas vraiment d'outils pour supporter tout ça. Donc, nous, par exemple... On va tout connecter et instantanément, pour un titre, tu sauras où il se situe sur les ventes et combien il a généré de droits d'auteur. Donc, et on a même un portail auteur où l'auteur peut voir directement ses ventes, etc. Waouh. Ok. Voilà. Donc, du coup, l'artiste il a autant accès aux data que l'intermédiaire. Je dirais le studio ou le label ou etc. Tu vois, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, ça va se faire petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, on a des clients qui sont passés d'une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle. Et puis l'idée vraiment, c'est idéalement faire du temps réel. Voilà. Ok, d'accord. Donc t'as pas vraiment un gros plus. Je pense que autant pour les plateformes, pour les plateformes et les organisations donc un peu gérantes d'artistes, mais aussi surtout pour les artistes parce que je comprends aussi c'est compliqué pour eux de gérer leur vie avec un revenu du coup un peu variable de base et forcément incertain. Du coup. Comment tu gères, on gère des royalties que sont soit de la presse... Est-ce qu'il y a une différence entre gérer des royalties dans la presse, dans la musique? Tu as parlé aussi des collections NFT. Est-ce qu'il y a une différence un peu dedans? En fait, c'est vrai que la notion de droit d'auteur et de redevance peut faire peur parce qu'il y a un aspect juridique qui peut être complexe. Nous, par exemple, on s'intéresse que à la partie rémunération. Et dans cette partie rémunération, en fait, les process sont les mêmes dans toutes les industries, sur toutes les verticales. On a des avances de paiement, des avaloirs, des minimums garantis, puis un revenu proportionnel en fonction d'une utilisation. Ça peut être des streams, ça peut être des ventes, ça peut être le nombre de mots, etc. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié d'abord toute la littérature sur le sujet, puis on a vu les différents contrats qui existent, et puis on a mappé tout ça sur l'outil, et aujourd'hui, on est capable, quelle que soit la verticale, de définir des règles de calcul, connecter la source, et puis calculer. Donc en fait, sur la partie rémunération, c'est quand même assez simple en fait. Ce qui va changer d'une industrie à l'autre, ça sera la base de calcul. Par exemple, dans la musique, ça sera par exemple les streams. Dans le livre, ça sera le nombre de ventes, mais maintenant on voit d'autres choses parce qu'il y a des livres audio, etc. Mais voilà, c'est toujours le même process, des avances et un calcul proportionnel en fonction d'une utilisation sur une base. Et donc ce qui va changer d'une industrie, c'est cette base-là en fait, de calcul. Ok, d'accord. Et je vois du coup, vous avez quand j'ai vu sur votre site, il y a un fort, même dans les livres blancs ou les articles, c'est très penché sur la presse, la presse écrite ou l'écrit. Pourquoi du coup Alors c'est un peu par opportunité. En fait, au début, en fait, on pensait lancer un outil pour les auteurs et les artistes, les créateurs en général.
Puis quand on a commencé à leur parler, on voyait qu'il y avait un besoin, mais qu'il y avait d'abord un besoin de formation et de comprendre en fait leur statut. Et de fil en aiguille, il y a un moment, on présente un écran de gestion de droits d'auteur, de suivi, etc. Puis il y a un auteur qui nous dit, moi, ma maison d'édition, elle galère trop, il faut que vous leur montrez ça. Et du coup, on montre ce petit écran, et là, il se lâche, quoi. Il me dit, ça marche pas, ça marche pas, là, c'est galère, etc. On me dit, c'est pas possible, ne me dis pas que tu gères 2000 auteurs comme ça. Et du coup, on commence à creuser, puis au bout d'une dizaine d'appels, on était sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, on a pivoté, entre guillemets, on a décidé de lancer plutôt pour les éditeurs de livres, parce que c'était eux avec qui on était en contact. Mais à partir de là, on allait aussi chercher les auteurs, parce que quand un éditeur signe chez Créalo, il donne accès aussi à un portail auteur, où tous les auteurs ont cette donnée s'il le veut. Donc, on a commencé par là, mais aujourd'hui, on a des acteurs de la presse, de l'art visuel, de la musique. Et encore, ce qui va changer, c'est le go-to-market. Le produit est exactement le même. Et donc là, on avance par opportunité en fonction des opportunités qui s'offrent à nous, des rencontres, etc. Encore, on a une majorité d'éditeurs de livres, effectivement. Mais l'idée, c'est d'aller chercher toutes les industries. Ok, et tu dis donc du coup dans la partie go-to-market, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie stratégie sales, vente et marketing. Qu'est-ce que c'est du coup les subtilités de l'approche entre les différentes verticales un peu? En fait, dans les industries culturelles, il y a généralement des distributeurs. Ouais. Et donc d'une industrie à l'autre, on aura différents distributeurs. Par exemple, dans la musique, il y a Believe qui est très connu. Et donc dans le livre, il y aura une dizaine de distributeurs également. Et donc nous, notre approche a été depuis le début d'aller chercher ces distributeurs qui consolident ces acteurs-là et de travailler avec eux pour apporter la solution. Et aussi d'un point de vue communication, tu as parlé de livre blanc, on ne peut pas tout lancer d'un coup. Donc on commence par là et puis petit à petit, on créera du contenu pour les autres industries. Et voilà, donc c'est un peu ça qui change. Ok, parfait. Écoute, moi je pense que déjà pour moi ça va être un peu plus clair dans ce que vous faites. Du coup, comment tu vois un peu aujourd'hui, comment structure un peu le marché de la gestion des droits d'auteur un peu aujourd'hui? Donc est-ce que tu vois, je comprends que c'est alors je sais pas si c'est en France ou par ici à l'étranger ça se passe comme ça, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un processus personnel assez vieillissant et dont toi t'apportes un peu un vent de fraîcheur sur tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Comment ça se passe un peu tout ça? Alors déjà, il y a deux catégories. Il y a ceux comme nous qui vont aller chercher des droits connus. Quand je dis droits connus, c'est-à-dire que on sait où aller chercher de l'information. Ça veut dire que l'éditeur ou l'exploitant ou le label va nous dire la musique elle est là, vous devez récolter ces informations-là. Donc nous on est dans cette catégorie. Il y a d'autres catégories d'acteurs qui vont aller chercher des droits non connus. Donc par exemple, qui vont screener TikTok. Ouais. Ils vont te dire, attends, t'as 200 000 € à aller chercher là-dessus, et puis sur YouTube, t'as 10 000 € à aller chercher, etc. Donc on est un peu complémentaires. Aujourd'hui, nous, on se focus plutôt sur la première partie. Okay. Et dans cette partie, il y a deux grosses catégories. Donc, il y a des gros ERP qui font tout. Donc, tu peux voir comme un SAP customisé sur des grands comptes qui vont faire de la facturation à la gestion de droits d'auteur, etc. Et puis, il y a des acteurs pour les plus petites structures, mais qui sont vraiment anciens, quoi. Donc, comme j'ai dit, qui s'installent sur machine avec des écrans qui ressemblent à Windows 95, quoi. Ok. Voilà, donc nous, en vrai, on s'attaque pas à une catégorie de clients genre SMBs ou grands comptes. Nous, on va chercher tout le monde parce que c'est exactement la même problématique, exactement le même process, et en bout de chaîne, c'est l'auteur, quoi. Donc nous, en apportant, par exemple, l'espace auteur, nous, on est les premiers à le mettre sur le marché. Ok. Du coup, traditionnellement, donc je comprends, on adresse beaucoup l'intermédiaire. Enfin, moi, j'ai mis ça d'intermédiaire, donc distributeur, label, etc. On adresse pas beaucoup le créateur de contenu, et du coup, vous êtes un des seuls. Donc, est-ce que c'est dans votre but actuel d'adresser le créateur? Est-ce qu'il y a des solutions dédiées? Enfin, est-ce qu'il y a une envie d'aller adresser le créateur? Tout à fait. Nous, c'est clairement dans notre stratégie. Et justement, nous, quand on signe un client qui a 2000 auteurs, on offre Créalo à 2000 auteurs, en fait. Et donc, on est en discussion avec eux, on leur parle, on sait qu'il y a des besoins et des choses à faire, notamment sur les paiements, les accélérer. On peut imaginer du RBF ou de l'avance de paiement, parce que nous, on sait qu'un auteur sera payé 10 000 € en fin d'année. C'est juste qu'il les a pas. Donc, on peut imaginer des scénarios comme ça. Et puis, il y a d'autres choses d'estimation de vente, comprendre où sont exploitées les créations, etc. Donc, il y a des choses à faire, effectivement. Après, c'est comme dans tout marché,
l'auteur, c'est un peu comme du B2C. D'un point de vue commercial, c'est compliqué, en fait. Il faut une grosse force marketing, il faut beaucoup de contenu, etc. Nous, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Donc, on a préféré commencer par du B2B, mais je trouve la stratégie intéressante parce qu'à travers eux, on va chercher quand même les autres. Et en bout de chaîne, les deux sont gagnants. Donc, Ok. Et du coup, alors déjà, il y a 2 sujets. Alors, je vais rentrer un peu dans la partie, du coup, plus créateur. Donc, est-ce que, du coup, vous bossez avec les plateformes, bon, YouTube, TikTok, est-ce que vous avez des connexions avec eux? Parce que, en fait, il y a une grosse bataille autour de la répartition du droit d'auteur et de la rémunération entre créateurs de contenu et plateformes. Du coup, comment tu vois un peu la chose? Est-ce que toi, est-ce que peut-être c'est un peu volontaire aussi des fois de un peu laisser le flou pour que chacun tire un peu la corde vers soi? Est-ce que au contraire c'est... Je pense pas. Je pense pas que YouTube ne veuille pas payer. Je pense que c'est un mauvais paramétrage plutôt du label ou de l'agence qui gère ça, parce que en fait, si c'est bien paramétré, YouTube va payer. C'est juste que des fois, ils n'arrivent pas en fait à reconnaître, parce que même si on connaît l'auteur, on ne sait pas qui est l'ayant droit. C'est peut-être pas lui qui touche l'argent d'abord. Tu as parlé d'un agent peut être un ayant droit. Tu vois, si c'est lui qui récolte l'argent des droits et puis il reverse. Et donc c'est plutôt ces confusions qu'il y a. Mais il n'y a pas genre ah non, eux on va les payer, on garde un peu l'argent pour nous, etc. Par contre, ces plateformes-là, par exemple YouTube, ils ont le droit de mettre du contenu et de chercher après, tu vois. Alors qu'ils pouvaient bloquer ils auraient pu bloquer avant, tu vois. Si on n'a pas toutes les infos, on poste pas. Mais tu comprends bien que c'est pas idéal pour eux. Donc ça, c'est pour la partie créateur. Nous, ces plateformes-là, donc on pourrait se connecter. Aujourd'hui, on se connecte pas à YouTube, etc. Mais si on a un acteur qui va récolter des droits directement chez eux, généralement, il y a des intermédiaires. S'il va directement, on se connectera, on ira récolter l'information. Ok. Et du coup, toi, tu connectais plus avec dans la partie Web3, tu connectais un peu avec qui? Genre, du coup, c'est plus les plateformes type OpenSea, etc. Ou c'est ça. Alors, donc ça, par exemple, le Web3, c'est un nouveau médium. Les NFT, c'est comme un livre, maintenant, on l'écoute. On peut avoir maintenant des œuvres NFT. Donc, c'est un canal d'exploitation comme un autre, comme une Fnac. Et donc, tout l'enjeu est de bien le modéliser et de dire, s'il y a une vente NFT, je touche tant, tout simplement. Donc, on modélise ça et puis on récolte les informations de vente et le calcul se fait et puis le détail est affiché de combien il a vendu, combien il a gagné, etc. Ok, d'accord. Mais même, tu vois, même sur des boîtes qui sont vraiment NFT first, blockchain, etc., la gestion, elle n'est pas bien faite. C'est toujours sur Excel. C'est étrange, en fait. Bah ouais, parce que je pensais qu'il y a une certaine transparence sur la redescente des droits, etc. De eux vers les distributeurs peut-être, ou eux vers les labels peut-être, mais quand il y a plusieurs canaux d'exploitation, ça devient compliqué parce que même si on veut utiliser de la blockchain, il faut que tout le monde soit sur cette blockchain, etc. Enfin, on est encore loin de tout ça. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette industrie, tu peux pas venir déposer une innovation directe et dire, voilà, maintenant on l'adopte. C'est très lent. Il faut d'abord consolider la base, en fait. C'est-à-dire des données homogènes, des données fiables, etc. Et une fois qu'on a ça, on peut aller faire des choses intéressantes. Mais là, on est encore loin. Donc, nous, notre travail, justement, c'est d'aller les prendre par la main sur ces sujets-là et puis apporter de nouvelles solutions, peut-être un peu plus innovantes, comme la blockchain ou autre. Mais aujourd'hui, c'est infaisable. Parce qu'il y a une certaine résistance au changement sur les habitudes de redistribution des droits d'auteur ou c'est juste une question que ils n'ont pas forcément l'habitude ou en fait, ça rentre pas dans leur process, tu vois, je sais pas comment tu vois là. En fait, on peut juste pas, en fait. C'est tellement mal foutu aujourd'hui qu'on peut juste pas, en fait... T'imagines quelqu'un qui arrive même pas à calculer le droit d'auteur pour un titre, bien dans les temps, etc. Tu lui dis, je te mets une blockchain. Enfin... Moi, je me rappelle, je parlais à un label, enfin un énorme label, sans le citer, et le DAF, il me disait, à chaque fois que j'envoyais les relevés de droit d'auteur, je serrais les fesses, parce que s'il me pose une question, je suis incapable de justifier, en fait. Donc, tu te dis, mais waouh, c'est... Parce qu'en fait, c'est compliqué à calculer un droit d'auteur, parce que je me rends pas compte, hein. Mais c'est un processus très compliqué, ou alors c'est juste que les outils sont pas les bons, tu vois. Okay. Alors, le processus n'est pas compliqué. Je pense que c'est une question d'outils, parce que le processus, en fait, c'est... par exemple, on va dire... On prend un exemple concret. Un livre, par exemple. On dit que sur les ventes physiques, tu touches 10% jusqu'à 1000, et puis 12% jusqu'à 2000, et puis 13% jusqu'à l'infini. Puis on va dire, sur les ventes numériques, en fait, c'est moins, parce que le prix est plus inférieur, etc. Et inférieur, etc.
Et donc, on aura différents cas de figure en fonction de la typologie de vente. C'est ça qui le rend complexe. Et quand tu additionnes ça au nombre de titres, et un titre, ça peut être plusieurs ayants droit. Une chanson, c'est 20 ayants droit, en fait, des fois. Okay. Et donc, tu dois faire ce travail. C'est quoi, il y a tous les artistes, l'interprète, le compositeur. Tout ça. Tous ces gens-là touchent des droits d'auteur ou des redevances. Je vais mettre redevances et droits d'auteur. Et donc, quand tu multiplies 1000 titres fois 20, fois 2 fois par an, ça devient énorme. Et voilà, donc ça rend la tâche un peu chronophage. Mais si tout est bien connecté, ça se fait simplement. Nous, je te dis, c'est en temps réel. Il rentre sur l'outil, il a le montant de droits d'auteur généré par titre pour chaque auteur. Donc c'est juste une... Et franchement, c'est vraiment... techniquement, on n'a pas apporté des solutions blockchain, etc. Enfin, c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire techniquement. Enfin, c'est juste homogénéiser les choses et connecter les sources entre elles. Ok, ouais, donc t'apportais juste de la transparence et de la simplicité, en fait. Exactement. Dans un process qui était un peu... on va dire obscur pour les plateformes elles-mêmes, déjà. Déjà, les institutions, les organisations. Et pour les créateurs de contenu, j'ose même pas imaginer. Hein. Ça devait être assez chaud. Et du coup, c'est quoi un peu pour toi j'imagine que tu as dû discuter peut-être avec autant les organisations, peut-être aussi avec des artistes, etc., pour comprendre un peu leur pain. C'est quoi un peu les... Je pense que ça va aussi beaucoup aider, je pense, les plateformes et aussi les créateurs de contenu. C'est un peu quoi les rookie mistakes, tu vois, un peu en termes de gestion de royalties, enfin, j'appelle ça royalties, tu vois, ou les bonnes pratiques un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu as pu voir un peu Sur le calcul, c'est... on va appliquer le mauvais taux, on va oublier l'avance, on va oublier une source de données. Voilà. Carrément oublié d'avance, quoi. Ça, c'est fou, quoi. Parce que d'une année à l'autre, il faut l'amortir, etc. Et donc, voilà, c'est la multiplication de sources. Il y a de plus en plus d'usages, en fait, différents. Tu vois, je prends l'exemple du livre, parce que c'est ce dont on parle depuis le début, mais sur le livre, tu vois, le livre audio, il l'avait pas prévu dès le début. Donc, ils doivent rajouter ça. Et des fois, il y a des loupés. Et donc, et quand tu as un loupé, tu commences à douter. Tu te dis, attends, il a oublié 2000 € la dernière fois, qui me dit que ça c'est juste et j'ai aucun moyen de contrôler. Tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune donnée qui remonte côté artiste, en fait, concrètement. C'est genre... À part le relevé, aujourd'hui, aucune. Ah ouais, ok, ouais. Donc, en fait, il est vraiment archi-dépendant de... Et waouh, ok. Sauf si c'est un artiste indépendant, et dans ce cas-là, c'est lui qui gère tout ça. Et t'as eu ce cas de figure-là où c'est vraiment très rare, où c'est compliqué à gérer, ce genre de cas de figure de l'artiste indépendant qui s'autogère ils arrivent à le faire. Ouais. Mais pareil, en fait, l'artiste, le problème, c'est que généralement, un artiste, il s'intéresse à son art et toute cette partie administrative. Il va déléguer à son art. Il va déléguer, ouais. Oh ouais, c'est ce que j'imagine. Ok. Et du coup, comment, enfin, est-ce que tu discutes un peu avec, je vois que tu parles beaucoup avec, du coup, donc tu parles aussi donc de grandes institutions, mais plus les agences de management, les agences de créateurs. Est-ce que c'est des gens qui tu discutes avec, tout à fait. qui font partie de tes clients, enfin, comment tu... Alors, c'est pas des clients, comment ils se positionnent dans l'échiquier, tout comme ça. des ayants droit. Donc, s'il y a un agent, donc l'exploitant, le label va traiter avec l'agent, ou la maison d'édition va traiter avec l'agent, et c'est lui qui gère, et c'est lui qui récupère ses droits d'auteur pour le compte d'eux. Et donc lui, c'est comme un ayant droit, mais c'est juste que ça transite par lui en vrai, et il va prendre ce qu'il doit prendre. Ok, donc pour toi, le end-user, c'est l'agent en fait. Après, ça pourrait être l'agent. Oh, ok, ça pourrait être l'agent, s'il y a un agent. D'accord, donc, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Tout à fait, oui. Ok, très bien. Ok, moi j'avais aussi une autre question sur l'IA, et ce jour aussi tu avais mentionné, donc la partie IA générative. Ouais. Déjà, comment ça se gère, enfin, est-ce que ça se gère de la même manière, et deuxième point, c'est est-ce que tu as des sujets de reconnaissance du droit, enfin sur qui a généré c'est un énorme sujet. Ouais, tu vois, comment ça se gère quand qui est l'ayant droit en fait, tu vois, des fois on peut dire que c'est la plateforme, déjà on doit se mettre d'accord, est-ce que une IA qui utilise un texte ou une musique, etc., est-ce qu'elle doit, d'un point de vue philosophique, est-ce qu'elle doit reverser des droits d'auteur? Ça, c'est la première question. Ils se sont pas encore mis d'accord là-dessus. Ouais. La deuxième chose, c'est évident qu'il y aura des cas d'usage où des plateformes d'IA générative vont devoir remonter des droits. Et donc là, nous, on va devoir s'adapter. Et donc, ça sera encore de la même manière. C'est quoi le pourcentage qu'on récupère et comment on contrôle les ventes ou l'exploitation. Voilà, donc ce sera exactement la même chose. Ça, c'est le premier volet.
Puis il y a un deuxième volet sur l'IA qui n'est pas sur l'IA générative, mais très intéressant, c'est de pouvoir prédire des revenus. Parce que un autre problème chez les créateurs et les artistes, auteurs, etc., c'est que leur business est incompris par les banques traditionnelles, en fait. Tu vois, ils n'ont pas un revenu récurrent, etc. Donc, tu vas voir une banque pour avoir un prêt, c'est compliqué. Moi, j'ai un ami producteur de musique. Une fois, il m'a dit, je suis allé voir une banque pour un prêt. Il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu peux hypothéquer? Je lui ai dit, bah, j'ai un master qui vaut 500 000 euros. Il m'a dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je peux pas. J'ai aucune idée. Enfin, qui me dit que ça vaut 500 000 euros? Ça rentre pas dans mes cas déjà dans mon Excel. Donc... Et donc, c'est une catégorie de gens qui n'ont pas forcément accès à toutes les facilités bancaires, etc. Et nous, c'est clairement un sujet qu'on aimerait pousser un jour. Voilà, dire, bah, on arrive à estimer les revenus d'un auteur ou d'un créateur. Des fois, on a le revenu réel, parce qu'on a les données plus tôt. Et imaginer des modèles où il y a des avances. Tu avais écrit un article là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a des avances de paiement. Alors, sur les créateurs qui sont plutôt type YouTube, etc., c'est plus simple. Parce que c'est généralement instantané s'ils sont que sur YouTube, etc. Et donc, on peut imaginer, dire, bah, lui, il fait tant de vues et ça va générer tant. Mais il y a des cas plus complexes où c'est exploité de différentes manières sur plusieurs sources, etc. Où ça devient plus complexe. Bah ouais, parce que je me dis... En fait, c'est vrai que enfin, de certaine manière aussi, vous aidez un peu à légitimer un peu le métier du créateur, parce aussi il avait une seule fiche de paye, enfin un seul relevé. Du coup, par an, impossible de louer un appart, impossible d'acheter quoi que ce soit, enfin d'investir. Webia, au moins, de passer par... Et ce relevé, c'est vrai, mais il faut le voir vraiment comme une fiche de paye, parce que derrière, il y a de l'URSSAF, il y a de la TVA, il y a vraiment tout ça. Ok, donc du coup, grâce à vous, en fait, ils arrivent à avoir une vie normale, quoi. Ouais, c'est un justif de revenus. Ok, d'accord. Ok, très clair. Et du coup, aujourd'hui, là, donc tu discutais un peu avec quel type d'organes aujourd'hui, c'est quoi un peu, c'est ce que en fait j'ai vu qu'il y avait un peu de, j'ai un peu regardé sur le nom de notre communiqué de presse que vous avez évoqué, j'ai vu l'équipe, j'ai vu je crois que c'est quoi, Palais de Tokyo, musée de littérature. Donc toi je me suis dit c'est pas très au début je me disais mais alors, ok c'est très industrie créative et du coup il y avait pas je savais pas où placer les créateurs de contenu dans l'échiquier. Comment tu vois comment ça se passe tout ça un peu? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a clairement un focus sur plutôt des artistes-auteurs au sens traditionnel. Ceci dit, les créateurs, quand ils créent, bah, ils ont aussi des droits d'auteur. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et après, encore une fois, les créateurs, j'ai envie de dire que le problème est moins urgent parce que ces plateformes sont quand même assez digitalisées. On va remonter des données, etc. Donc c'est un peu moins urgent. Donc pour l'instant, notre focus il est plutôt sur des artistes-auteurs plutôt traditionnels. Okay. C'est-à-dire que du coup, quand tu as l'équipe, par exemple, c'est qui pour toi l'équipe, c'est celui qui écrit l'artiste, qui est rémunéré. Ah d'accord, ok. Qui est rémunéré en fonction du nombre de lettres. Ah ouais, c'est quoi? C'est un peu le principe des pigistes, c'est ça? Exactement. D'accord, donc oui, pour vous, ça fait partie des créateurs de... Ok, d'accord. Ok, c'est marrant parce qu'il y a des droits d'auteur partout. Ouais. Et même, tu vois, quelqu'un qui fait une musique pour une campagne de pub, bah il y a des droits d'auteur dessus, la campagne de pub. Tu vois, donc eux, ils doivent remonter, etc. Donc, effectivement, c'est partout. Et nous, même si on est excité pour aller partout, on doit quand même rester focus d'abord sur un sujet, puis petit à petit aller sur les autres. Et du coup, c'est unique. Donc, par exemple, si toi, tu couvres uniquement la France en termes de couverture, ou tu couvres un peu tout, parce que comment ça se passe un peu versus l'étranger, tu vois? Alors, il y a une directive européenne qui réglemente tout ça. Donc, en Europe, c'est exactement la même chose. Toute la réglementation est la même. Nous, aujourd'hui, on a des clients en Suisse, en Belgique et au Canada. Au Canada, c'est pas l'Europe, mais c'est quasiment pareil en termes de gestion. C'est juste parce que c'est en français, ils nous ont contactés, etc. Encore une fois, c'est par opportunité, on n'a pas de stratégie claire là-dessus. Mais l'idée, c'est d'aller grandir en Europe, effectivement. Ok, d'accord. Parce que, du coup, c'est la législation européenne qui permet d'être beaucoup plus simple et de beaucoup de scaler assez rapidement. En fait, il y a versus les États-Unis. Parce que je me dis, il y a un gros pool quand même de créateurs de contenu aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui en termes de développement là-bas? C'est le cadre juridique qui est à appréhender, c'est les non, c'est vraiment juste voilà, c'est un marché qu'on connaît pas encore. Il faudrait qu'on se renseigne un peu plus, voir s'il y a des concurrents plus sérieux,
quelles sont les facilités qu'on pourrait avoir là-bas, combien ça nous coûterait, ces questions-là. Mais il y a clairement quelque chose à faire, effectivement. Et en Europe, pour revenir sur cette réglementation qui date de 2019, c'est une réglementation qui pousse ces acteurs à apporter plus de transparence sur les données. Donc, il va dans notre sens. Voilà. Donc, c'est un argumentaire de vente en plus, mais ils le savent déjà. Ok, d'accord. Et ok, ouais, donc en fait, donc tout va ça va dans votre sens. Du coup, donc en fait, il y a limite plus d'intérêt à rester en Europe pour le moment que d'aller aller chasser peut-être aux États-Unis où peut-être la mentalité est différente en termes d'accompagnement sur les royalties. Ok. Et j'avais un autre point. Ouais, c'était sur, c'est ça. Du coup, j'avais aussi interviewé aussi un autre entrepreneur qui travaille sur les IP. Du coup, est-ce que vous, c'est uniquement les royalties ou plutôt, voilà, comment du coup nous, c'est clairement les royalties qui sont clairement la partie rémunération de l'IP. D'accord. Alors que l'IP a une grosse notion juridique autour. Ouais. Nous, c'est vraiment que la partie rémunération aujourd'hui qui nous intéresse et les transactions autour de cette rémunération. Parce que j'ai pas dit, mais on processe aussi les paiements de droits d'auteur en bout de chaîne. Donc, aussi pour faciliter, donc, une fois que tu as le relevé, de pas être payé 2 ans après, ils peuvent sur Créalo cliquer sur un bouton et envoyer des paiements. Ok. Voilà, donc nous, on s'intéresse que à ce sujet-là pour l'instant. Ok, et il y a est-ce que pour vous, c'est deux sujets qui sont vraiment trop différents, très différents. C'est une composante de l'IP. Ok. Une composante de l'IP. Ok, donc pour moi, c'est pas le. Ouais, okay, alors que l'IP, on va parler d'autre chose. On va parler de la durée, de où est-ce qu'on peut l'exploiter, dans quel pays. Nous, on rentre pas dans ces considérations. Nous, tu nous dis où est-ce qu'elle est et on va récolter et calculer, tu vois. On va pas te dire si tu as le droit d'aller là-bas, tu vois. D'accord, c'est quoi ça, c'est la partie exploratoire, c'est pas votre sujet parce que t'as évoqué un sujet intéressant, c'est notamment des revenus cachés. C'est pour toi, du coup, non connus. Attention, voilà. C'est du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être sur ce concept de. Parce que moi, tu vois, ça m'a un peu surpris. Ouais. Dans le sens où je partais du principe qu'un créateur de contenu, il savait où il déposait son contenu. Et que du coup, par définition, il savait où il allait récupérer le cas. Donc, ça, c'est la partie connue. Ouais. La partie non connue, c'est que supposons que tu lances une chanson, il y a d'autres internautes qui vont l'utiliser pour leurs vidéos. Et peut-être qu'ils n'ont pas le droit. Tu vois. Et donc, sur les stories YouTube, TikTok et compagnie. Voilà. Okay. Et donc, en fait, il y a ces plateformes, ils vont screener Internet et te dire, t'attends à récupérer là. Et on va le chercher pour toi et on prend un pourcentage. Okay. Et donc, il faut clairement faire ça, mais ça représente une petite partie du droit d'auteur quand même, ou des redevances en général. Okay. Et encore, il y a un autre problème, c'est que l'autre jour, je parlais à un gars d'Universal et je lui dis, TikTok, moi je vois des vidéos de chansons, est-ce que tous ces mecs-là payent des royalties ou TikTok, elle reverse combien? Il me disait, écoute, ces mecs-là, ils nous ramènent du business. C'est grâce à ça qu'on est connus. Donc, pour l'instant, on ferme les yeux. Et donc, donc il faut le faire. Enfin, après, j'ai aucune idée du scale. Enfin, j'ai aucune idée des montants, en fait, en jeu là-dessus. Ok, parce que c'est marrant. Je crois que j'avais vu une solution, je sais plus si c'était à date, je crois, qui était autour, du coup, des jeux concours autour des concours TikTok, tu vois. Où du coup, le but, c'était de faire des concours, en fait, de création de contenu. Et du coup, en utilisant des musiques connues, je crois. Et du coup, il y avait une question autour des royalties qui était tombée. Je ne sais plus quelle était la réponse. Mais en fait, ça tombe typiquement dedans. Parce qu'en fait, on pousse les gens, du coup, à aller créer du contenu short avec des musiques. Aujourd'hui, même et en fait, les artistes, les artistes, ils créent des chansons adaptées à TikTok, en fait. Ils sont de plus en plus courts, qui font danser, etc. Donc aujourd'hui, ça fait clairement partie d'une stratégie pour eux, go-to-market. Ouais, et donc du coup, mais ils loupent une partie du cash, quoi. Ils loupent une partie du cash, mais ça la ramène beaucoup derrière. Ouais. Après, c'est aujourd'hui le cas, enfin, je sais pas. Ouais, mais après, TikTok, ils reversent des droits d'auteur à la SACEM, à plein d'autres noms. Ok, donc déjà, ça joue déjà. Parce que déjà, eux, ils redonnent déjà à la source, donc après, ils peuvent redistribuer. Parce qu'on parle quand même d'un petit... Quand tu disais un petit montant, c'est quoi? C'est de l'ordre de 80-20%, c'est... Ouais. Ok, donc en fait, c'est assez minime, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu chronophage, du coup, pour eux tout à fait. D'aller chercher tout ça, quoi. Ok. Après, il y avait un point intéressant que j'aimais bien, c'était le côté un peu royalties égale métrique, en fait, j'ai l'impression. Dans le sens où tu disais, donc après, ça permettait aussi de savoir un peu combien ils allaient gagner, quels étaient les types de contenu qui marchaient mieux, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc je me dis, je suis sûr que dans chaque label, chaque major, il y a un département analytics qui analyse tout ça. Mais du coup, toi, comment tu vois un peu, c'est quoi un peu
quelles seraient un peu des data qui pourraient être intéressantes à ressortir pour un créateur de contenu ou pour une major de la région. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais ressortir d'intéressant? Qu'est-ce qui pourrait les aider? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la catégorie des gens qui la consomment. Ça, t'arrives à savoir par rapport aux data que tu... Moi, non. Ouais. Mais il y a des gens qui savent le faire. Où est-ce que ça a été vendu le mieux? Sur quelle plateforme? À quel moment? Et une fois que tu fais ça sur tout ton catalogue, tu vas commencer à identifier des patterns que tu pourrais peut-être dupliquer. Il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vont analyser vraiment le contenu, les mots, etc. pour te dire, je sais pas, à Noël, ça marche mieux. Cette couverture fonctionne mieux, tu vois. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on apporte une première grille de lecture. Ok. Voilà. De dire, ok, je dois comprendre pourquoi ça marche mieux. Peut-être que ma communauté, elle est plutôt là, tu vois. Ok. Voilà, c'est une première grille, mais je pense que même avec l'IA, on pourra faire des trucs incroyables là-dessus. Tu vois. Ok, nouvelle porte qui s'ouvre, alors, la partie analyse de data et avec cet accompagnement des créateurs de contenu, donc ça peut aussi... soit tu... Après, le risque, c'est que ça guide tout, en fait, et qu'on enlève toute cette partie un peu intuitive. Spontané de la créativité et de l'art. Exactement. Ouais, mais après, du coup, on y revient en musique dédiée à TikTok, tu vois. Parce qu'au final, les gens, ils comprennent qu'en fait, il y a un sujet. Après, je pense que pas tout le monde fait ça, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une stratégie là-dessus. Ok. C'est quoi un peu la vision long terme de Crealo? Je vois, on a parlé de pas mal de sujets. Et en plus, vous avez levé récemment. Ouais. C'est quoi un peu la vision à long terme, tu vois? C'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que la royalty, c'est juste le début de l'histoire et vous voulez aller beaucoup plus loin? Est-ce que, au contraire, c'est le focus premier? Ça restera? Nous, c'est surtout les transactions de royalties et la gestion des royalties. Il y a plusieurs milliards d'euros de redevances qui sont versés chaque année en Europe, juste en Europe. Droit d'auteur et redevances. Ouais, alors, c'est quoi la différence du coup? Alors, droit d'auteur, c'est le terme juridique qui est donc régi par une loi. Et les redevances, ça peut être typiquement, moi j'exploite une créa de quelqu'un, c'est pas du droit d'auteur, mais je dois lui remonter des redevances. D'accord, ok. Donc c'est la contrepartie business en fait du droit d'auteur, on va dire, sur la partie rémunération. Et donc nous, on veut processer ces paiements, donc les gérer et les processer. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est plus sur la partie gestion. L'idée, c'est aussi aller sur la partie transactionnelle et de processer ces paiements et imaginer des scénarios autour de ça. Sur les avances de paiement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés là-dedans. Et toute la partie, en général, bancaire autour de ces créateurs, des millions dans le monde. Donc, voilà. Donc, d'abord gérer, encore une fois, parce qu'il nous faut des données, en fait, structurées qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Et une fois que tu as ces données, tu peux commencer à imaginer des scénarios dessus. Et donc, voilà, aujourd'hui, le focus, il est sur les exploitants et les ayants droit. Et sur la relation entre eux et les transactions entre eux. Ok. Et ce genre, du coup, si je reprends un peu ton point, sur t'as cité donc la partie RBF, donc Revenue Based Financing. Donc c'est le fait de pouvoir financer, avoir une avance sur, contrairement une avance sur salaire, en fait. Exact, c'est ça. Et c'est-à-dire, voilà, donc pouvoir gagner de l'argent en amont par rapport sur ton contenu, parce qu'on sait que ça va tenir tel ou tel résultat. Et t'as cité la partie digital banking, donc notamment, je pense à Cara Financial, qui est un peu la tête de pont. Là-dessus, il y avait un peu aussi Creative Juice et je crois qu'il y avait Oxygen. Il y avait pas mal d'acteurs. Après, du coup, tu vois, c'est assez compliqué parce que ça commence à se concentrer parce que je vois qu'il y a quelques acteurs. Alors, il faut faire gaffe parce que ces acteurs, c'est vrai qu'ils se vendent comme banque, mais derrière, c'est des outils aussi de gestion. Tu vois, Cara, par exemple, c'est un outil complet de comptabilité, etc., avec une carte. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, il faut faire gaffe, mais c'est vrai que comme ils ont une connaissance approfondie du métier de créateur, au sens créateur, plutôt. Donc, celui qui poste sur LinkedIn, sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur TikTok. Et donc, là-dessus, ils ont une expertise. Et maintenant, ils sont en train de voir comment... Donc, je suis sûr qu'ils travaillent sur ces sujets de RBF. Ouais, je pense que c'est un de leurs sujets. Et je pense aussi à Spotter, aussi, côté RBF. Et est-ce que toi, du coup, le futur, ça va être aussi peut-être ces plateformes? Parce qu'en final, ce que je comprends, c'est que ces plateformes-là, elles sont... L'un de leurs facteurs communs, c'est qu'elles vont aller chercher du contenu qui est sur des plateformes, on va dire, très encadrées en termes de data. Donc, on parle de TikTok, YouTube,
pour eux, c'est beaucoup plus simple en fait de tracer la data et ils ont une plateforme sûre qui leur permet d'après de travailler. Et est-ce que toi, du coup, l'objectif c'est d'aller là-bas ou au contraire de rester sur les arts un peu plus, on va dire, Non, clairement aller aussi là-bas. Parce que, ouais, voilà. Tout à fait. Parce que ces gens-là ont le même statut en fait que les autres. C'est le même statut de personne, c'est des artistes-auteurs et des entrepreneurs, etc. Donc oui, l'idée c'est d'aller clairement là-dessus. Mais justement, tu vois le nombre d'acteurs que tu as cités, cite-moi un sur cette partie artiste-auteur. Il n'y en a pas. Ouais, là, c'est ça, alors que les montants sont quand même énormes. Ouais. Et donc nous, notre play, il est plutôt là-dessus pour l'instant, mais ouais, pourquoi pas aller... c'est une suite logique pour nous. Ouais, et du coup, vous êtes, je sais pas si on peut dire que ça est une sorte d'océan bleu, dans le sens où vous êtes tranquille dans la zone, parce qu'il n'y a pas... On est clairement... Ouais, on est tranquille pour l'instant. Parce que je vois pas, en fait, pour moi, d'autres acteurs. J'ai un peu fouillé l'écosystème, tu vois, quand je fais mes suivis de levée et tout, c'était plus sur la partie Web3, ou alors c'était... Mais c'est très... je te dis, les acteurs vraiment qui sont nés sur le Web3, aujourd'hui gèrent leur redevance sur Excel. C'est fou, quoi. Donc... encore une fois, c'est parce que c'est pas le sujet principal, c'est quelque chose que tu gères à la fin. C'est un peu comme la compta, en fait. Sauf que derrière, il y a des gens, tu vois, qu'il faut payer. C'est juste ça le problème. Et donc, c'est un sujet qu'on va traiter à la fin, et puis c'est pas corps métier. Et voilà. Donc, nous, on essaie de créer un outil qui est pure player là-dessus, avec les meilleures practices du marché. Et on leur donne aussi un outil qui aide non seulement à structurer tout ça, mais aussi... ça évite d'aller contre la loi, les règles, etc. Parce que nous, on fait tout ce travail, en fait. D'accord. De dire, bah ça, c'est interdit. Ouais, vous leur donnez un safe place pour faire leurs opérations, comme ça, ils sont pas en risque de se retaper sur les doigts, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous vous rémunérez comment? C'est quoi un peu le modèle, les business models de Créalo? Ouais, donc aujourd'hui, on a c'est un SaaS, en fonction du catalogue, du nombre d'auteurs que tu gères. Voilà. Ça veut dire que genre c'est un montant par auteur ou c'est un montant sur le revenu Ouais. Ok, c'est pas 1, 2, 3 égale... Alors, c'est une matrice à 3, c'est le montant de droits d'auteur généré, la taille du catalogue et le nombre d'auteurs que tu rémunères. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est cette partie paiement qu'on va développer par la suite. Et l'espace auteur qu'on aimerait monétiser avec les auteurs qui ont projet pour l'instant. Et on travaille étroitement avec eux pour voir... il y a clairement des choses à faire. Voir ce qu'on peut apporter court terme. Voilà. Donc, mais on ne se rémunère pas encore sur les transactions. Donc vraiment, c'est du SaaS de gestion. Ouais. Avec un abonnement mensuel. Ok, donc même pour vous, c'est beaucoup plus simple, même après, d'être vraiment scalable, quoi. D'être en projet, on va dire, VC compatible versus... En fait, on aimerait bien aller sur le paiement rapidement, mais le paiement, il y a beaucoup de gens qui le font, surtout dans l'écosystème VC startup. Mais c'est quand même... D'un point de vue produit, tu te rajoutes beaucoup d'emmerdes. Donc, si tu n'as pas un business model derrière solide, tu te dis, je vais prendre temps sur les transactions et c'est vraiment rentable. Il n'y a pas intérêt à y aller, tu vois. Là, je vois le truc, ouais. Donc, tu te rajoutes une énorme complexité pour potentiellement pas beaucoup de gains. Donc, il faut trouver l'équilibre et voilà. Ouais, je vois. Et tiens, d'ailleurs, c'est un autre point, maintenant que j'y pense. Comment tu vois... Bon, après, c'est un peu... Ça revient un peu sur le marché, mais du coup, la répartition un peu du volume des royalties, c'est lié aussi à une vue des artistes, parce que tu vas me dire, Sim Power, en fait, t'as très peu de gens qui captent tous les droits d'auteur, et du coup, t'as la majorité qui galère à joindre les deux bouts. Mais du coup, toi, en tant qu'acteur du coup de gestion des royalties, comment tu vois ça? Est-ce que, entre guillemets, il y a une espèce de mainmise sur les gros volumes, tu vois? On va dire, je sais pas, je prends un Drake, je prends Taylor Swift, tout. Malheureusement, ouais. Ouais, et en gros, c'est un game qui est cadré et ça sort pas, tu vois. En fait, si tu veux... Et tout le monde se bat pour le reste, en fait. Si tu veux, je pense, si t'as quelqu'un qui cartonne, tu lui apportes un peu plus d'attention que les autres. Donc, il n'a pas des Excel, lui. Le relevé, tu lui donnes par téléphone, tu vois. Mais malheureusement, tous les autres doivent avoir la même chose. Et puis, un Drake, aujourd'hui, il est peut-être à ce niveau-là. Plus tard, il sera un peu plus bas, et puis le petit, il sera un peu plus grand plus tard. Et donc, il y a intérêt à construire ces relations. Et nous, ce qu'on voit aussi, un truc intéressant, c'est que les gens, maintenant, ils arrivent à recruter des artistes en leur disant qu'on a des outils qui permettent une traçabilité ou une rémunération plus rapide, etc. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois. Tu dis, ok, ouais. Comme un argument de vente pour eux, tu vois. Ouais, c'est dans le sens où tu leur dis, il y en a un outil qui... En tout cas, on vous... C'est pas parce que vous êtes petit,
qu'on vous voit pas vous traiter de la même manière. Exactement. Vous avez droit aux mêmes qualités de service. Même si vous commencez, on est là pour vous. Non, mais c'est bien parce que du coup, il va trop grand. Ouais. Quand t'as les petits Drake, Drake, il pensera encore à vous. Et parce que c'est vrai aussi, tu vois, ils ont la même chose. Et ouais. Ok, d'accord. Ok, je crois que ça. J'avais une autre question. En fait, j'avais plein de questions qui viennent et à chaque fois on discute, ça va un peu loin. Bon, ça reviendra peut-être. Du coup, on avance un peu là, très rapidement. Ouais, je crois que j'ai un peu fait le tour. Moi, j'avais été, du coup, mes traditionnelles questions de fin d'épisode. Si tu devais investir dans une startup de la creator economy ou d'industrie créative, donc j'ai ouvert pour toi pour industrie créative, laquelle ça serait? Alors, je t'avoue que parce que j'ai écouté quelques épisodes et il y a cette question et du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et il y a beaucoup de belles choses. Et aujourd'hui, les plateformes, enfin les startups qui cartonnent, c'est plutôt des startups qui sont déjà là depuis un moment. Mais moi, il y a un truc que je vois arriver vraiment à une allure, c'est des studios de production augmentés par l'IA. Tu vois, genre, on va appeler un mec, on va lui prendre 500 photos et 40 vidéos. À partir de là, on va créer plein de contenu, mais sous une ligne éditoriale bien fait et pas vraiment à la va-vite. Et je pense que ceux qui arriveront à faire ça, ils pourront créer des contenus à une vitesse incroyable et de qualité, en fait. Ouais, vas-y, pardon. Et donc, moi, peut-être j'investirais dans une boîte qui fait ça, quoi, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Voilà. Et du coup, je rebondis peut-être sur la partie royalty, c'est que du coup, comment ça pourrait se gérer, tu vois, parce qu'en fait, il y a la personne qui crée le contenu, donc comme tu as dit, l'artiste qui donne la base, et puis il y a le studio qui en fait une œuvre, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est qui a le lead, en fait, parce que imaginons que les gens n'aiment pas forcément la base, mais ils adorent la nouvelle production de la studio. Comment tu fais? Est-ce que c'est le studio qui a la majorité? Je pense que celui qui a l'image touchera un bout, mais il touchera peut-être moins. Ok. Ouais. Et donc, pour nous, ça sera encore une fois une nouvelle source à adapter. Mais il faut suivre, quoi. Ouais, il faut suivre le mouvement, sinon après tu fais dépasser, quoi. Ouais, ça sera une nouvelle source, mais ça va venir sur tous les métiers. L'écriture, etc. Tu prends des styles, tu vas dire à des gens d'écrire, et puis ils prendront des styles et ils vont les adapter. Encore une fois, avec ils vont augmenter, en fait, cette création avec d'autres choses. Ou sur la vidéo, sur les influenceurs. J'ai vu quelques initiatives, mais c'est sûr que ça va arriver. Enfin, je sais pas si tu as suivi ce qu'a sorti OpenAI derrière moi. Quoi, sur Sora? Ouais, j'ai vu, c'est fou. Incroyable. Quoi. C'est le nouveau challenger du cinéma. Bon, j'arrive un peu, mais c'est un peu ça, quoi, en fait. Je pense qu'on est en train de vivre une période, mais incroyable. C'est un peu comme moi, je vois ça un peu comme l'arrivée d'Internet, tu vois. Ouais. Et la vitesse, en fait. La vitesse, il te montre une vidéo aujourd'hui, le lendemain, on est déjà à un niveau, mais... Ouais. Ça va trop vite pour l'esprit humain, en fait, d'appréhender, en fait, ce changement. Enfin, d'appréhender, en fait, les steps et se dire, ok, on en arrive là, mais non, en fait, on est déjà arrivé à l'étape d'après et il faut couvrir après tout ça, quoi. Et même pour toi, du coup, même pour ton business, il va falloir suivre aussi, parce que derrière, après, c'est l'argent qui arrive et tu vas devoir gérer tout ça. Si tu devais monter une autre boîte dans l'écosystème de la creator economy ou des compliqué. Parce que je suis tellement à fond sur ce truc-là que j'irai là-dessus, mais moi, j'avais toujours envie de faire un truc plutôt... un studio de prod, un label, quelque chose autour de la création, vraiment. Donc, en dehors de la tech, en dehors de la tech, ouais. Okay. Vraiment travailler avec des artistes sur du contenu, sur des choses comme ça. Je pense que c'est un truc que j'aimerais faire. Mais aujourd'hui, je suis tellement dans le produit, dans la tech, et que ça sera peut-être un projet dans 20 ans. Ouais. Et quel genre de musique, du coup? Moi? Enfin, du coup, c'est un label, du coup, je comprends. C'est quoi? C'est des artistes ou c'est des musiciens? Attention. Ouais, des musiciens, la musique. Okay. Moi, j'aimerais peut-être la musique africaine en général. Okay. D'accord. Je m'intéresse beaucoup en ce moment. Moi, je suis d'origine marocaine. Ouais. Je m'intéresse beaucoup au rap marocain, par exemple. Okay. Ça foisonne, et même en Afrique d'une manière générale. Et je trouve qu'il y a des choses incroyables qui commencent à peine à être exportées dans le monde. Par exemple, au Mali, je pense que c'est le seul pays où on a vraiment exporté la musique telle qu'elle, et on l'écoute telle qu'elle, tu vois, et on n'a pas vraiment copié des Américains. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, et je vois qu'il y a... En fait, ce qui s'est passé, bon, c'est un peu hors sujet, mais... Ouais, non, mais au contraire, c'est pour ça que cette partie-là, elle existe. En fait, l'Afrique, d'une manière générale, elle avait un énorme retard sur toute la partie créative, parce qu'on n'avait pas accès, en fait.
On n'avait pas accès à tout ce qui se faisait dans le monde. Fallait avoir un lecteur de CD, enfin des choses que tout le monde n'a pas. Et donc avec Internet, maintenant, on a accès à tout, à des logiciels qui font tout. Et du coup, toute cette créativité, en fait, est sortie d'un coup. Et il y a énormément de choses à faire, tu vois. Et je pense que, ouais, j'aimerais bien faire ça dans 20-30 ans. Ok, cool. Développer tout ça. Donc en fait, on se voit peut-être dans 30 ans directeur d'un label, du Rock Nation d'Afrique du je sais. Après, j'ai pas du tout les compétences. Hein. Je suis ça s'apprend. Hein. Je suis juste un fan. Mais ouais, je pense qu'il y a clairement des choses à faire là-bas. Ouais. Ok. Et du coup, ça soulève un point, c'est que c'est vrai que du coup, toi, t'es Créalo et c'est marrant parce qu'en fait, Créalo, j'ai vu orienté Europe. Ouais. Du coup, alors moi j'ai vu aussi, bon, je sais pas, hein, mais du coup j'ai vu que c'était aussi basé en Maroc. Alors on a un fonds franco-marocain ou marocain, je pense, qui a investi chez nous. Ok. Moi, je suis marocain d'origine. Je suis né au Maroc, j'ai vécu quelques années au Canada, puis je suis venu en France en 2010. Ah, ok. Et la boîte, elle est clairement française. On adresse le marché français, européen. Ok. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir de aussi m'associer à ça, tu vois. Ok. Ouais. Donc, ouais, et du coup, il y a beaucoup de médias tech, Afrique, qui ont parlé de nous, justement parce que c'est du coup un investissement africain aussi qui a participé à notre levée, mais on a également des fonds, deux fonds français et des BA en français. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grands noms. J'ai vu Akima Venture aussi passer. Il y a aussi des business angels, je crois, il y avait Super Capital, donc c'est un gros réseau de business angels français aussi. Donc, donc toi, t'es très bien accompagné. Ouais. On a aussi des producteurs de musique, des artistes qui sont avec nous. Ah ouais, ok, d'accord. Donc à la fois côté business et... On peut les citer ou ils sont cachés? Ah, ils sont cachés. Ah, je t'embête. Non, t'inquiète. Ok, cool. C'est marrant, c'est cool, hein, parce qu'en fait, je pense que je vais rouvrir cette question, c'est que j'avais dit si on devait monter une autre startup, mais en fait, c'est peut-être monter un autre business, parce qu'au final, t'as parlé d'un label, on n'est pas du tout dans la tech, tu vois, in fine. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance dans cet écosystème, donc créateur économie, industrie créative, etc., de ce que tu as pu voir, tu vois alors, les industries créatives, c'est un secteur, donc, comme je disais, où il y a beaucoup d'innovation, mais où c'est difficile de faire bouger les choses. Et moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par la grande porte, commencer par un truc simple qu'ils connaissent. Nous, par exemple, notre argumentaire commercial, il est très simple. Ce qu'on leur dit, c'est ce que vous faites en 2 mois, on le fait en un clic et mieux. Tu vois, on n'a même pas besoin de leur expliquer à quoi on sert, etc. C'est une industrie qui a tellement de choses à corriger que tu peux pas venir, tu vois, apporter une blockchain. Enfin, ça va jamais prendre, en fait. Il faut d'abord commencer par ce qu'ils savent, par corriger ce qui se fait mal, et petit à petit, apporter des innovations. Je vois mal quelque chose genre révolutionnaire qui vient, qui corrige tout, tu vois. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer par quelque chose de simple, et même si derrière, tu as une vision plus grande ou un produit plus intéressant techniquement, etc., commence par quelque chose de simple, et puis petit à petit, tu les prends par la main et tu avances avec eux, quoi. Ok, parce que c'est... Ouais, donc en fait, il y a un côté... c'est le résistance au changement dans les institutions de l'industrie créative est difficile, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender, en fait, je pense. Ouais, en fait, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas venir déposer quelque chose... comme ça. Ouais. Donc, il faut corriger pas mal de choses avant de pouvoir supporter tout ce qui se passe, en fait. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que toi, tu y arrives petit à petit. Exactement. Ok. Et du coup, tu vois, par exemple, je te donne un exemple simple. D'abord, on voulait s'adresser aux auteurs, aux artistes, etc. Imagine, on serait venu avec un outil de RBF. Il y a le besoin, ok ? Où est-ce que je chope la donnée ? Qui va me la donner et est-ce qu'elle est correcte ? Tu vois ? Alors que maintenant, la donnée, on peut l'utiliser, bien sûr, si les parties prenantes sont d'accord. Et du coup, le modèle RBF te paraît beaucoup plus simple, en fait. Tu te dis, bah attends, moi j'ai les données, je peux commencer à calculer, avoir mes... Enfin, tu vois. Et même si l'idée existe depuis... beaucoup de gens ont dû l'avoir, mais c'est compliqué à mettre en place si t'as pas une donnée homogène et fiable. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Et puis l'idée, c'est d'aller chercher d'autres choses, quoi, derrière. C'est fou que tu me dises ça, parce que ça fait penser... Enfin, j'avais une autre discussion dans le cadre de mon travail, donc sur les couches des technologies, en fait, qui sont importantes. On parlait sur l'Afrique, et en fait, que, avant de parler de la dernière delivery, tu vois, la dernière Deliveroo, je sais pas,
Il faut commencer par la base, tu vois. Genre le télécom, la connectivité, etc. Exactement. En fait, on voit toujours la techno par en haut. Ouais. On se dit, bon, on aborde la blockchain, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, il faut commencer par la base, comme tu as dit, en fait. Et peut-être ce que tu dis, en fait, c'est que toi, en fait, tu harmonises une base déjà qui était pas forcément stable. Exact. Tu la rends stable, tu dis, bon, là, déjà, j'harmonise les data, j'harmonise la transition des flux. Et une fois qu'on arrive à là, déjà, parlons après de la sophistication avec les RBF, la blockchain, etc. Exact. Et peut-être que oui, après, voilà, peut-être après, quand tu as ces suite pour toi, et peut-être que tu peux même prévoir des opérations avec d'autres boîtes et tout. Ouais, Ça tout peut être même des opportunités d'exit aussi, tu vois. Ça peut être des sujets où, du coup, toi, tu apportes une brique un grand compte sera intéressé d'avoir, tu vois. Tout à fait, ouais. Ok. Cool. Dernière question. Si tu devais être un créateur de contenu ou un artiste, qui serais-tu? Oh, un artiste, il y en a tellement. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais un artiste? Certains m'ont dit je serais un gamer, d'autres m'ont dit voilà, tu vois. Moi, carrément, soit de la musique, soit de la peinture. Peinture, ok. J'en fais un peu, mais okay, vraiment cool. Dans mon temps perdu. D'accord. Mais la musique, j'ai toujours été un grand consommateur de musique, de toutes les musiques. Enfin, vraiment, du rock des années 70 au rap ultra moderne, en passant par de la musique africaine que j'écoute vraiment beaucoup. Et ouais, j'adorerais faire ça. Mais j'ai aucune compétence, tu vois. Des artistes frustrés. Frustrés, exactement. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est clairement... je sais pas, dans les arts en général, je trouve que la musique, c'est, pour moi, le médium qui me touche le plus, tu vois. Même si je fais de la peinture, j'ai du mal à avoir un tableau et me dire, ouais, ça me fait... Enfin, il y a tellement de knowledge qu'il faut avoir autour pour sentir ça, alors que la musique, tu peux, je sais pas, être... tu viens de, je sais pas, d'Asie, tu écoutes un musicien du Mali et ça peut directement te toucher, en fait. Et voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est un médium qui m'a toujours parlé. Ok, la musique, ça te... Ok. Ouais. T'as fait du chant, t'as fait des choses quand t'étais plus jeune? Je fais des percussions. Percus, ok. Ouais, je fais des percus, mais juste pareil, en amateur, quoi. Ok, c'est bien. Moi, j'en ai pas fait. Quand j'étais petit, j'aurais kiffé faire du saxophone. Je sais pas, c'est le côté un peu... jazz. Ouais, qui faisait triper quand je regardais. Arrête, tu vois, quand tu vois l'art, c'est marrant, toi, c'est la musique. En fait, toi, on a tous un art, tu vois. Moi, c'est l'image, tu vois. C'est la photo, je trouve que c'est... ouais, c'est clair. C'est, tu vois, genre... Donc, toi, le média, je crois que j'en discutais, c'était Instagram, ça m'a rendu fou. En fait, alors, il y a beaucoup de photos qui sont retouchées, hein, mais ceux qui savent faire des belles photos, des belles vidéos, tu vois, c'est un truc, ça... Je sais pas, ça me transporte, c'est... Ouais. Tu vois, c'est l'imaginaire, tu peux pas le payer, entre guillemets, l'imaginaire, tu vois, avec la photo, tu vois. Et je pense être photographe, c'est encore meilleur, quoi, que consommer la photo. Parce que quand t'es photographe, je pense que tu dois voir des choses que les gens ne voient pas, en fait. Des fois, tu prends une porte de travers avec une lumière et enfin, toi, si tu marches dans la rue, ça te fera... Enfin, tu la vois même pas, mais... ils ont une analyse derrière qui est folle. Exact. En voyant un truc, tu te dis, ah, ça fait... Et du coup, t'as une perception de l'entourage qui est différent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme toi pour la musique, tu vois, vraiment, tu peux entendre des sons et en fait, tu ressens quelque chose que d'autres gens, en fait, ils disent, ouais, ça glisse sur eux. Et toi, en fait, ça te touche et je vois le truc, quoi. Ok, bah écoute, voilà, on a chacun notre médium et c'est cool. On est tous des artistes frustrés, je pense. Je pense. Donc voilà, merci beaucoup, Mohamed, du coup, pour ton temps. C'est un plaisir de t'avoir sur le micro et puis à la prochaine fois, du coup, sur Planète Créateur. Ça marche, merci. Merci.